Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Microsoft suite à la publication de ses résultats. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action de Microsoft. On est quand même un peu plus bas par rapport au plus haut, 10% plus bas que les plus hauts de juillet 2024 à 461 $. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à Microsoft? Regardons ça. Donc, le groupe a publié en décalé, évidemment, puisque l'exercice fiscal est décalé pour Microsoft. On a publié une croissance, on va regarder ça, hop. On a publié une croissance de 15% en rythme annualisé, donc c'est plutôt pas mal. La croissance se maintient à un niveau assez élevé. On a fait un peu d'acquisition, on n'a pas fait d'acquisition depuis sur la période, donc c'est la croissance organique, c'est plutôt intéressant. Microsoft, il y a toujours de la croissance, malgré le fait que ça soit une entreprise mature, donc ça c'est plutôt bon. On regarde les taux de marge d'EBITDA. Taux de marge d'EBITDA au plus haut, quasiment, légèrement, presque au plus haut, on va dire. On est sur quelque chose d'avantage concurrentiel significatif. L'entreprise a une forte capacité à augmenter les prix. Et ce qui est encore mieux, c'est que le taux de marge d'EBITDA augmente plus vite que le taux de marge brute. Ça veut dire qu'on fait des gains d'efficience opérationnelle. Donc c'est magnifique. Le taux de marge net, lui, par contre, ne suit pas ces gains d'efficience opérationnelle, donc il y a un peu de déperdition au niveau de l'efficience financière et fiscale. Voyons si c'est peut-être des bénéfices moindres à cause d'effets comptables, peut-être que les free cash flow sont plus élevés, donc on va regarder ça. En tout cas, les marges sont très intéressantes. On regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Non, c'est à peu près équivalent, donc on est sur à peu près une équivalence entre les free cash flow et les bénéfices nets, donc ça c'est plutôt bon, c'est-à-dire qu'on arrive bien à convertir ces bénéfices en trésorerie, et ça c'est excellent. Alors, on continue avec la rentabilité de l'entreprise. On est sur une médiane de 22,3 et à l'heure actuelle on est sur du 24,5, donc c'est plutôt bon. On n'est pas au sommet on va dire de la période pandémique à 29-30%, mais on reste quand même sur un niveau significativement élevé à 24,5. On est à un niveau de rentabilité supérieur à la croissance, donc on peut autofinancer la croissance et rendre du cash aux actionnaires, et ça c'est très bon. Donc on est vraiment sur une société qualitative, mais vous vous en doutiez. Ensuite, on va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Pardon, on va regarder l'endettement de l'entreprise. On est sur une dette nette qui est basse, à un quart de l'EBITDA, donc à un an on peut rembourser cette dette nette. À quoi elle a servi? Est-ce que c'est pour faire des acquisitions? Est-ce que c'est de l'optimisation financière? Ça, il faut le voir dans les dernières publications, dans les communiqués de l'entreprise. Mais ce qu'on voit ici, c'est que finalement, le bilan est très solide. Est-ce que l'actionnaire est bien traité sur Microsoft? On va regarder. Alors, on a un dividende qui est en croissance continue depuis le début de la période étudiée. Si on dézoome encore, est-ce que c'est le cas depuis 20 ans? C'est le cas depuis 20 ans. Est-ce que c'est le cas depuis encore plus longtemps? C'est le cas depuis même 22 ans. Donc, un dividende croissant qui présente un rendement qui est pas si attractif que ça pour l'instant. On est à moins de 1%. Toutefois, il y a des rachats d'actions, et ça c'est encore mieux, ça augmente le rendement de l'actionnaire. Donc Cockfin calcule un rendement de l'actionnaire à 2,2%. On est pas mal, on est bien traité en tant qu'actionnaire de Microsoft, surtout qu'on peut se dire qu'il y a de la place pour augmenter ce rendement de l'actionnaire, puisque le dividende représente qu'un tiers, un peu plus d'un tiers des free cash flow. Le reste, ça doit passer une partie du reste passe en rachat d'actions, qui vont pouvoir continuer. Donc ce rendement de l'actionnaire, il a de bonnes chances de s'améliorer par la suite. Maintenant, on va regarder la valorisation de l'entreprise. On se met en price earnings puisque les free cash flow et les bénéfices nets sont à peu près équivalents. On est sur un niveau à peu près médian. On est sur du 33, donc 33 en absolu c'est quand même élevé même si c'est une boîte américaine. Tout le PER du S&P et du Nasdaq à l'heure actuelle est assez élevé, et donc c'est le cas pour Microsoft. On n'a pas vraiment de marge de sécurité, mais on n'est pas non plus sur une valorisation vraiment en bulle, quoi. Là, on a on va dire une valorisation juste par le marché. On peut essayer aussi de se baser sur les prévisions des analystes en prenant les 12 prochains mois pour les bénéfices. Et là, en revanche, on est surévalué. Conclusion du dossier Microsoft. Si vous rentrez sur du Microsoft, ça va être pour du très long terme, parce que le prix d'entrée à l'heure actuelle n'offre pas de marge de sécurité, il est
pas vraiment bon, mais il est pas vraiment mauvais non plus. Donc soit vous rentrez en fractionné si vous voulez faire un gain à court terme, soit et vous renforcez si ça descend, soit vous rentrez pour du très long terme, et donc là le prix d'acquisition n'est pas forcément très important. Ce qui va compter, ça va être la croissance des bénéfices, et je pense que la croissance des bénéfices va continuer chez Microsoft vu que c'est une entreprise de qualité. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.